Le grand dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La violence au quotidien, il ne serait guère exagéré de qualifier ainsi la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie septentrionale du Mali. 3 attaques successives contre l'aménagement et entre les 2 dernières, il n'y aura eu que 72 heures, sans compter les embuscades tendues aux forces armées maliennes ça et là. La sécurité au Mali, particulièrement dans sa partie nord, semble donc prendre de plus en plus de l'ampleur, et cela au fur et à mesure que les jours passent sans que le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation ne connaissent une véritable avancée. Les attaques se multiplient donc, le nombre de soldats maliens, de casques bleus et de civils qui tombent ne cesse d'augmenter. Même hier, tout près, les terroristes ont frappé à Gao, s'attaquant à la résidence du staff international de l'aménagement. Pourquoi cette recrudescence de la violence en ce moment précis? Pourquoi l'aménagement est de plus en plus visé? Quelle est la particularité de cette attaque de Gao? La situation suscite donc beaucoup d'interrogations, des interrogations auxquelles nous allons tenter d'obtenir des réponses avec nos invités qui sont Cheikh Amadou Diawara, il est journaliste et reporter de guerre, Maître Abdraman Touré, il est avocat au barreau, analyste et sera là dans ce studio donc dans un instant. Chaka Tcheblé, lui il est là, Chaka Tcheblé Doumbia qui est donc du Centre d'analyse politique et économique. Cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrice solitaire, bienvenue. Gao sous les chocs depuis hier soir suite à une attaque terroriste visant l'aménagement. C'est une attaque qui semble avoir ses particularités. Non, nous posons la question à vous, Cheikh Amadou Diawara. Vous êtes journaliste, reporter de guerre. Vous êtes entre Gao et Tombouctou. Vous êtes donc proche des lieux et vous avez certainement fait des recoupements. Alors, oui, Fomba, je pense que ce qu'il faut retenir dans l'attaque coordonnée d'hier, parce que je pense qu'il faut l'appeler comme ça, il y a une attaque coordonnée avec plusieurs actions de part et d'autre qui ont frappé la ville de Gao avec l'aménagement comme cible. D'abord, il faut savoir que l'attaque a visé le camp élevage. Le camp élevage, il faut savoir d'abord que c'est la guest house du staff international de l'aménagement qui abrite le personnel civil international de l'aménagement, avec ce qu'on appelle dans les expressions des Nations Unies le 100 man, qui abriterait un minimum de 100 personnes. Alors, c'est des maisons, c'est des habitats préfabriqués qu'on appelle Corinek, qui sont des maisons démontables. Alors, quand il y a eu l'attaque d'abord avec la voiture piégée et le tir de roquettes, l'effet de la détonation a démoli les bâtiments qui sont presque tous écroulés sur les personnes qu'elles abritent et qui a provoqué plusieurs cas de blessures, souvent légères, mais quand même il y a eu plusieurs blessés, disons même plusieurs dizaines de blessés à ce niveau. Le tir de roquette et la voiture piégée auraient aussi occasionné la mort d'un casque bleu chinois et de 3 autres. Ça, c'est à ce même endroit. Il y aurait aussi des tirs des assaillants qui auraient débarqué à pied et qui ont ouvert le feu. Alors, il y a eu des échanges de tirs parce qu'il faut savoir que les 100 man du camp élevage et la sécurité est assurée par la garde-force du contingent chinois, le 3e contingent qui vient juste de prendre place en relève au 2e qui venait de partir. Alors, il y a eu des échanges de tirs. Ce qui est sûr, le kamikaze qui conduisait le véhicule aurait péri dans cette action. Il y a 5 vigiles d'une société locale de gardiennage qui sont blessés, dont 3 grièvement. Ça, c'est au niveau du camp élevage. Alors, il faut savoir que cette détonation était d'une puissance extraordinaire, qu'elle aurait eu un impact sur le fonctionnement de la centrale thermique de Gao et qui a plongé Gao dans le noir total après avoir interrompu le fonctionnement de la génératrice de la ville. Alors, au même moment, il y a un autre groupe qui a attaqué la résidence d'une société sous-traitante
de UNMAS, qui est United Nations Mining Action, qui s'occupe des déminages. Cela est arrivé aujourd'hui même? Non, en fait, les deux attaques étaient simultanées et elles ont lieu au même moment. Donc, quelques minutes après le camp élevage, pendant que la ville était vraiment dans les ténèbres totales, il y a l'assaut qui a été lancé aussi par un petit groupe d'hommes armés sur la résidence de UNMAS, à Gao, au quartier Château, et qui aurait coûté la vie aux deux vigiles qui tenaient la sécurité, deux vigiles d'une société locale également de sécurité, et qui aurait coûté la vie à un expert en déminage de nationalité française, un ex-marin de l'armée française spécialiste en déminage, qui aurait aussi péri dans ces attaques. Alors, un bilan précis, on en dispose à cette heure? Un bilan précis, c'est un peu difficile. Ce qui est sûr, officiellement, nous sommes à 6 morts. Mais le nombre de blessés, jusque-là, parce que surtout à l'intérieur du camp où les Corimecs se sont écroulés, pratiquement tous ceux qui étaient dans les Corimecs dont ça s'est écoulé dessus auraient eu des blessures. La plupart, pas graves, mais il y a quand même eu un important nombre de blessés. Alors, vous avez dit 6 morts, dont donc un Chinois, et le reste? Il y a, nous, selon nos informations, contrairement au communiqué officiel de la MINUSMA, il y aurait 3 morts du côté des casques bleus. Et il y a un vigile, il y a 2 vigiles qui sont morts, plus le soldat français et un autre civil au niveau du camp élevage. Donc c'est des chiffres qui restent à confirmer, c'est cela? Évidemment, tout compte fait, dans les communiqués officiels de la MINUSMA, ils ont parlé du chinois, plus les 2 autres vigiles et le français. Alors, avant de donner donc la parole à nos invités qui sont présents ici dans ce studio, nous allons vous poser une petite question quand même. Le nombre d'assaillants, est-ce qu'on en a une idée? Non, le nombre d'assaillants, je pense que ça reste assez difficile à situer, surtout qu'il n'y a pas eu de traque d'assaillants. Nous savons qu'il y a des assaillants qui sont venus avec des armes et qui ont attaqué et le camp élevage et le domicile UNMAS, mais apparemment ces assaillants ont reçu à se dissimuler, à s'évaporer dans la nature. Donc ils n'ont pas été traqués. Alors, Cheikh Amadou Diouara, nous allons vous retrouver dans un instant. Le temps de retourner ici dans ce studio pour donner à vous d'abord la parole au Siaka Thiebde Doumbia. Alors, Siaka Thiebde Doumbia du Centre d'analyse économique et politique économique, disons. Alors, 2 attaques très récemment, donc les 2 dernières semaines. Une autre hier tout près. Alors, c'est trop finalement, non? Oui, c'est trop, Famba. D'abord, moi, je souhaiterais quand même qu'on essaye de déterminer la nature des attaques, sinon la nature des violences qui ont eu cours au nord du Mali. Nous avons essuyé des attaques, des tirs ont été essuyés. Également, il y a des engins qui sautent sur des mines. Et également, ça continue à faire des victimes. Mais quand on essaie de regarder tout ça, à mon avis, ça prouve d'abord, la première chose que ça prouve que les terroristes ne sont pas au bout de leur peine. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au bout de leur force. La guerre tactique qu'on avait enclenchée contre eux, on est parvenu à les désorganiser, on est parvenu à les affaiblir, mais jusqu'à présent, ça prouve qu'ils ont quand même encore une capacité de nuisance qui, au-delà de toute l'organisation qui est sur place au nord là-bas. Donc ça, c'est la première observation que j'ai à faire. La seconde observation, c'est que là, pour ce qui concerne les mines, c'est qu'aujourd'hui, on continue à dire que des mines ont été explosées à Tombouctou, mais même aujourd'hui, il y a des recherches, des experts qui ont mené des enquêtes sur le côté un peu ouest, vers Tombouctou, où on est parvenu au résultat que là-bas également, ça continue à être vraiment une poudrière de mines. Donc, il faut également s'attendre à des situations beaucoup plus pires certainement que ça. Alors, cette attaque d'hier, quand même, à Gao, elle ne ressemble pas forcément aux autres, le mode opératoire? Le mode opératoire ne ressemblait pas aux autres, mais moi, à mon avis, ce n'est pas exclu dans la stratégie des terroristes, ce n'est pas exclu. Auparavant, il s'est piégé, il venait s'exploser. Maintenant,
On avait engagé une guerre tactique avec eux, on essaie de piéger les voitures, mais même avec des tirs avec les roquettes, ça aussi également, à mon avis, ce n'est pas exclu dans leur stratégie de combat. Il faut quand même s'attendre à ça, surtout que ça a été revendiqué par AQMI d'après les informations que nous avons reçues. À présent, nous proposons l'analyse de Maître Abdelrahmane Touré, avocat au barreau, analyste qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Maître Touré. Merci beaucoup et bonsoir à tous les auditeurs du studio Tamani. C'est vrai que ces attaques, leur multiplication, la recrudescence de ces attaques dans un laps de temps nous amène très souvent à nous focaliser beaucoup plus sur le factuel que peut-être les causes ou les tentatives d'explication. Vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui peut expliquer en ce moment précis la multiplication de ces attaques en 72 heures, on en a eu 2. Moi, je pense qu'il faut voir la chose un peu plus en profondeur parce que qui est terroriste au nord aujourd'hui, personne n'est capable de le dire parce que tout est confus, tout est mélangé, ni l'aménagement, ni la vice-versa, et qui ne l'est pas. Et qui ne l'est pas exactement. Donc il y a vraiment un grand mélange dans les régions du nord. Mais ce qu'on peut simplement voir dans l'actualité du pays en ce moment sur le plan chronologique, on se rend compte simplement que le 31 mars a été votée la loi portant autorité intérimaire. En avril, il y avait une convention subsidiaire que le gouvernement a essayé de faire passer pour trouver un moyen d'entente entre lui et les groupes armés pour le partage des organes de collectivité. Mais c'est un document finalement retiré. Exactement. Le 20 mai, on a eu le retrait conjoint de la plateforme et également de la CMA, du sous-comité questions politiques institutionnelles du CSA. 29 mai, manifestation de la population à Kidal, 2 revendications. La première, c'est le retour des services sociaux de base. La seconde, maintenant, c'est l'accélération de la mise en œuvre de l'accord. 31 mai, le dernier, c'est l'attaque à Gao. Donc, quand on voit cette chronologie des faits, on peut simplement se dire qu'il faut faire attention en regardant aussi la résolution 2227 des Nations Unies. Que cette résolution est différente des 2 premières qui étaient venues dans la mesure où le premier axe de 22-27, c'est l'appui de la mise en œuvre quand même de la réorganisation politico-institutionnelle des régions de la République du Mali. Donc à ce niveau, l'aménagement doit faire un rôle d'appui pour la mise en œuvre et l'accélération de l'accord. Et on se rend compte simplement qu'il y a une discorde entre les groupes armés et le gouvernement quant à la priorité des mesures à mettre en œuvre. Et ils conditionnent la mise en place des autorités intérimaires, ils mettent plutôt la mise en place des autorités intérimaires comme étant la première des priorités avant tout DDR. On se rend compte que cela a foiré compte tenu de tout ce que je viens de dire et subitement on se rend compte qu'il y a des attaques contre l'aménagement. Moi, la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas un moyen de pression sur l'aménagement pour amener l'aménagement et la communauté internationale aussi à mettre une plus grande pression sur le Mali pour que le Mali puisse peut-être lâcher, en tout cas sur certains points, et en l'occurrence, la question simplement du partage des autorités intérimaires des régions du Nord, conformément à l'esprit de la convention subsidiaire qui a été posée. Pour moi, ça relève plus d'une tactique quand même de pression sur le gouvernement du Mali pour aller vers la mise en place des autorités intérimaires, condition sine qua non du DDR selon les groupes armés, plutôt que d'un fait qu'on peut rattacher à un acte de terrorisme dont personne aujourd'hui n'est capable de donner des éléments assez probants là-dessus. Moi, je pense plutôt que ça dénote d'une politique et d'une tactique de cette nature. Studio Tamani, il est 18h30. Dans moins de 2 minutes, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Insécurité au nord du Mali quand les attaques deviennent presque quotidiennes, c'est donc le thème de notre débat de ce mercredi, un débat auquel participent 3 invités. Cheikh Amadou Diouara, qui est journaliste et reporter de guerre, il est en ligne. Cheikh Thiablé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique qui est ici présent dans ce studio, de même que Maître Abdelrahmane Touré, avocat au barreau et analyste. Maintenant, nous allons joindre Cheikh Amadou Diouara. Alors, dites-nous, monsieur Diouara, à la différence quand même des récentes attaques, celle d'hier a été revendiquée, non? Évidemment, celle d'hier a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI.
Et d'ailleurs, elle a été très rapidement revendiquée, contrairement à d'autres attaques qui peuvent durer longtemps. Et bon, c'est vrai que quand on voit des attaques comme ça, on ne peut pas ne pas faire allusion, mais on ne peut pas ne pas faire le lien avec effectivement le retrait conjoint des groupes armés, quand même des deux importantes tendances du processus de l'accord de paix. Mais quand même, elle a été aussitôt revendiquée par AQMI qui n'est pas partie prenante. Officiellement n'a rien à voir avec ces groupes armés. Mais comment vous expliquez que l'attaque soit si rapidement revendiquée? Ben, je n'ai pas d'explication spécifique par rapport à ça, mais je pense que c'est que le groupe qui l'a revendiqué a voulu tout de suite laisser savoir que c'est lui. Parce que n'oublions pas non plus que ces derniers temps, nous assistons à un autre phénomène qui rend la lecture assez compliquée dans la mesure où souvent des attaques sont revendiquées par différents groupes. On ne sait plus, si c'est le cas, on ne sait plus à quel se vouer, on ne sait plus à qui croire. Pour le moment, il n'y a pas eu une seconde revendication, mais bon, peut-être que c'est aussi la stratégie de prendre de l'avance pour ne pas se voler la vedette. Retour dans ce studio. Alors, je m'adresse à vous donc, Chaka Tchèbde Doumbia. AQMI qui revendique Al-Mourabitoun qui exécute, ça semble quand même bien organisé. Hein? Oui, ça semble être organisé. D'abord, je souhaiterais quand même revenir un tout petit peu en arrière. Pour ce qui concerne la revendication a été faite par un site américain intitulé Site, un site qui est spécialisé dans ces domaines-là. Il dit que c'est Al-Mourabitoun qui a perpétré l'attentat et au compte de AQMI. Donc, ça suppose déjà qu'il y a une alliance parfaite qui existe entre ces différentes organisations. Je suis très bien maître quand il dit que ça peut poser question, compte tenu des événements qui viennent des circonstances qui viennent de se passer, tout ça, ça peut poser question. Mais jusqu'ici, moi, à mon avis, je continue à croire que les tirs de roquettes, les tours de but, tout ça, à mon avis, c'est vraiment à la portée de ces terroristes. Ils ont eu le temps nécessaire de s'organiser sur cette partie qui était abandonnée depuis très longtemps. Et ça, c'est un deuxièmement, moi, je me pose la question, comment peut-être un groupe armé ou un groupe armé avec qui nous sommes déjà en négociation perpétue un attentat et qui quand même met ça à l'actif des organisations terroristes. Ça également, c'est la question que je me pose. Je suis d'accord, il y a des trafics de drogue, il y a tous ces événements. Mais vous parlez de quel groupe quand vous dites un groupe avec lequel on est en négociation? Quand on dit que ça peut permettre de peser, ça peut pousser à exercer de la pression sur l'aménagement pour qu'il exerce également son tour une pression sur le Mali afin qu'il s'assure sur certaines positions. Moi, je me dis, est-ce que c'est vraiment les groupes qui nous sommes en discussion qui sont ciblés ou alors il s'agit des terroristes? De toutes les façons, quelle que soit la revendication de ces terroristes, ils savent très bien, pertinemment que ces revendications sont vouées à l'échec. La question que tu me poses, donc si c'est vraiment ces groupes-là avec qui nous sommes en négociation qui sont derrière ces actes-là, je me dis que ça, à la limite, comment ils peuvent le faire et essayer de mettre ça à l'actif des terroristes. Ça, c'est sur le point. Et sur l'autre point, c'est l'organisation qui est en place actuellement. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont eu le temps nécessaire de s'organiser, de se structurer. Bien entendu, à des moments passés, il y a eu des difficultés. Mais au stade où nous en sommes, je pense qu'il n'y a pas de discorde entre ces groupes. L'opération s'est faite. Auparavant, il y avait la prise d'otages, et donc ce qui faisait qu'on s'opposait. Mais maintenant, on n'est plus à cette phase-là. Et donc, la capacité de nuisance, que ça soit faite par Al-Mourabitoun, que ça soit faite par Al-Mourabitoun en tant que tel, je pense que c'est vraiment les mêmes groupes qui sont dans une même organisation. Maître Abdourahmane Touré. Bon, moi j'entends bien ce que mon cher ami Doumbia y dit, mais ma position elle est toute différente parce que la question des revendications pour moi ça ne veut pas dire grand-chose dans le contexte du nord du Mali. On a eu certains événements au Mali ici qui ont été revendiqués par beaucoup de groupes à la fois. C'était pratiquement à la limite de la fantaisie. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que revendiquer ces faits qui, pour ces gens-là, sont également des actes de gloire, leur permettent de se donner une certaine importance sur le champ, l'actualité internationale. Mais quand on ramène la chose de manière beaucoup plus substantielle, on peut forcément faire
faire le lien avec les autres groupes armés qui, pour moi, ne sont en rien différents de ce qu'on appelle les terroristes. Parce que quand on regarde la coordination des mouvements de l'Azawad, dans sa composition interne, il y a beaucoup de groupuscules. Ce n'est pas un groupe quand même qui est assez homogène. Ils ont récupéré plus de 80% de ces djihadistes. Ils sont incapables de les maîtriser jusqu'à présent. Personne ne peut dire qu'ils maîtrisent ces effectifs-là. Ces gens-là, ils se promènent au gré des endroits avec le drapeau de tel ou tel groupe. Tantôt ils deviennent terroristes, tantôt ils deviennent membres du MNLA ou de ceci ou de cela. Donc pour moi, la solution la plus simple, c'est vraiment de ne pas nous laisser embarquer dans cette psychose de la terreur en attribuant toutes ces choses à ces terroristes-là, mais en s'interrogeant également sur les personnes avec lesquelles ces terroristes-là traitent et ces personnes avec lesquelles nos autorités sont en train de traiter aujourd'hui, et qu'il faille poser le débat autrement et montrer à la communauté internationale que ce groupe homogène n'est pas un groupe crédible, c'est un groupe qui est truffé de djihadistes, et ce n'est pas du bout des lèvres simplement que ces gens changent d'orientation. Ils sont très fins, ils ont une stratégie, ils ont développé beaucoup d'astuces, ils sont appuyés par beaucoup d'organisations, beaucoup d'experts qui sont de pays différents pour leur donner des astuces par rapport à la déstabilisation qu'ils veulent, souvent par la pression, et la violence quand même est le simple mode d'expression qui est commun non seulement aux groupes armés avec lesquels nous négocions, mais également aux terroristes. Donc le dénominateur commun entre ces deux groupes qui occupent le septentrion malien, c'est l'exercice de la violence comme étant mode d'exercice. Donc ne pouvant pas faire la différence entre les uns et les autres, moi je préfère dire simplement qu'il faut faire énormément attention. Et vous allez voir peut-être dans les jours à venir, la communauté internationale via l'Algérie maintenant va mettre une pression énorme sur les autorités maliennes, et vous allez voir que finalement on obtiendra ce que ces gens-là demandent à travers la mise en place des autorités intérimaires. Dans les communiqués aujourd'hui, j'ai vu simplement, ils disaient qu'il faut mettre en place une administration transitoire. Vous voyez, les éléments de langage même commencent à évoluer. Dans les textes, on parle d'autorité intérimaire, on a biffé volontairement la notion de transition, mais dans leur esprit, et ce qui est revenu dans leur communiqué maintenant, c'est l'administration transitoire. C'est pour dire simplement qu'il faut également qu'on accepte d'ouvrir les yeux et qu'on accepte d'entendre les voix discordantes qui ont peur que ces autorités intérimaires, qui pour ces gens-là sont une administration transitoire, c'est-à-dire on part quand même d'un système d'administration vers une autre administration, et qu'il ne faut pas oublier ces différents aspects en mettant tout sur le dos des terroristes. Alors, Cheikh Amadou Diouara, je rappelle que vous êtes en ligne. Est-ce que vous aussi vous pensez que ces attaques seraient un moyen de pression pour tel ou tel groupe pour finalement amener les autorités à agir dans tel ou tel sens et finalement pour mieux peser dans la balance? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Mais moi, je vous dis très sincèrement, je ne suis pas un analyste comme M. Touré, qui vient de faire une analyse aussi brillante. Mais moi, je suis journaliste, reporter, je rapporte des faits. Donc, ce qui est sûr, c'est que la façon dont, effectivement, comme il l'a dit, je pense qu'il a dressé une chronologie assez cohérente, et qui, si on se réfère à ça, ça donne à réfléchir. Donc, si on s'en tient à ça, c'est clair qu'il y a des questions à se poser. Mais tout compte fait, il y a des actes qui ont été posés, il y a une revendication qui a été faite, qui n'a pas été contredite, on n'a pas eu d'autres, donc on ne peut pas non plus ne pas croire à ça. Moi, je reste vraiment dans cette logique jusqu'à le contraire, mais c'est clair que quelque part aussi, il faut se poser la question à qui ça profite. Monsieur Diouara, vous le disiez tantôt, le kamikaze qui conduisait donc le véhicule aurait péri dans l'explosion, ce qui veut dire que les autres, dont on ignore le nombre, ont disparu dans la nature. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances de pouvoir mettre la main sur les auteurs de ces attaques, disons? Je pose la question parce que c'est que quand nous prenons l'exemple ivoirien, ils ont beaucoup quand même progressé dans la traque des auteurs de leur hôtel. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances qu'on retrouve un jour ceux qui sont derrière, ceux qui ont commis ces actes? Moi, je pense que d'abord, les Maliens ont beaucoup plus progressé sur l'histoire ivoirienne que les Ivoiriens, parce que la plupart des traques ont lieu au Mali. Mais par contre, pour revenir à votre question, je pense que s'il n'y a pas eu de chance de les apercevoir ou de les intercepter avant, il y aurait beaucoup moins de chances de le faire après.
Parce que quand on essaie de voir le camp élevage, il est à Boulwinje pour qui connaît Gao. C'est pas du tout un quartier excentré comme le château ou comme, comment dirais-je, Aljana Bangia et autres. C'est un quartier qui est à l'intérieur, qui est censé être, même dans les security clearance, c'est le quartier qui est censé être le plus sécurisé de Gao, ça c'est un. Et même quand vous partez à Gao, quand les expatriés partent à Gao et que l'aménagement doit collaborer avec eux ou veiller sur eux, on vous exige presque d'aller loger dans ce camp qui est censé être l'endroit le plus sécurisé, non seulement par le dispositif sécuritaire, mais aussi par la situation géographique. Donc s'ils parviennent à traverser Gao pour arriver jusque-là avec armes à la main, lourdement armés, perpétrer une attaque, ça veut dire que ce serait moins compliqué pour eux de pouvoir se dissimuler dans la nature, parce que on est vraiment l'assaillant à partir du moment où on porte l'arme. Une fois on passe un carré, 2 carrés et qu'on dissimule ça sous une case ou un arbre, voilà, on devient comme monsieur tout le monde et je ne vois pas les indices pour pouvoir traquer. Voilà. Bon, après, les experts en sécurité ou en renseignement pourront peut-être aller plus loin. Alors, Chaka Tchébé Doumbia, vous aussi, vous pensez qu'il est presque impossible de retrouver ceux qui ont participé à ces attaques-là? Mais est-ce qu'on va les retrouver? Ça, c'est une autre question. Mais est-ce que c'est impossible de les retrouver? À mon avis, ce n'est pas impossible de les retrouver, compte tenu des forces qui sont déjà actives sur le terrain. Et la force de l'aménagement, la force Barkhane et les forces, les FAMA qui se trouvent là-bas, s'il y a une collaboration, une coopération entre ces différentes forces-là, à mon avis, il n'y a aucune difficulté qu'on puisse mettre la main sur ces gens-là. Parce que déjà, la force Barkhane a là-bas 5 drones équipés des capteurs radars qui peuvent faire des opérations de surveillance. Et donc, avec ces mesures déjà, à mon avis, ce n'est pas impossible qu'on puisse mettre la main sur ces gens-là. Maître Abdourahmane Touré. Bon, moi personnellement, je ne suis pas spécialiste des renseignements, encore moins quand même de la traque. Voilà, mais mon opinion est qu'il est possible de les retrouver. Mais j'aurais voulu revenir sur autre chose, c'est la cible même de ces attaques-là, qui est l'aménagement, pendant qu'il y a Barkhane aussi qui est sur place. Moi, je pense que Barkhane est plus l'adversaire des terroristes que l'aménagement. Maintenant, pourquoi avoir choisi l'aménagement au lieu de Barkhane? C'est une logique qui vous paraît étrange? C'est une logique qui me paraît étrange, parce que si djihadiste doit se battre contre quelqu'un, ils auraient mieux fait de s'attaquer plutôt à Barkhane plutôt qu'à l'aménagement, dont la mission est la stabilisation, la protection de la population. Et les djihadistes également, ils ne sont pas là pour forcément tuer tout le monde, ils sont là pour pouvoir également faire passer leurs idées au niveau de cette même population. Donc ma question reste toujours posée, je m'interroge sur vraiment la chronologie de ces différents faits. Et pour revenir à votre question, j'espère qu'on va les retrouver, mais je n'en suis pas certain compte tenu simplement du contexte des régions du Nord, avec une administration malienne quasiment absente, une armée qui est pratiquement cantonnée dans les régions du Nord. Donc il n'y a que la force Barkhane qui puisse patrouiller un temps soit peu, et à des moments bien précis qui sont connus par ces gens-là, donc ils connaissent les astuces. Si on voulait vraiment avoir une possibilité de traquer facilement ces gens dans les régions du Nord, de laisser à notre armée malienne maintenant occuper la grande majorité de ces régions du Nord, pour que dans la mutualisation des moyens et des efforts, les filets puissent également se refermer très facilement sur ces pseudo-terroristes. Alors, Cheikh Amadou Diawara, puisque Maître Touré quand même a anticipé avec cette question qu'il vient de poser, alors, pourquoi précisément l'aménagement? Pourquoi ces attaques visent particulièrement l'aménagement et elles ne visent pas autant Barkhane? Est-ce que vous avez une explication? Bon, d'abord, il faut savoir que... D'abord, pour moi, quand on dit les terroristes au Mali, c'est quand même plusieurs sortes de terroristes. Et malheureusement, Barkhane a ses terroristes à lui. C'est-à-dire? Et oui, j'arrive. Barkhane a ses terroristes qu'il combat et il a certainement ses terroristes qu'il protège. Je pense qu'entre nous, si on veut vraiment se parler très sincèrement, nous savons que si Barkhane était vraiment là pour combattre les terroristes avec sincérité, avec bonne foi, ce n'est pas comme ça que ça allait. Barkhane, d'abord, depuis Serval jusqu'à Barkhane, ils ont toujours fait des interventions chirurgicales choisies spécifiques par rapport à la lutte antiterroriste. Depuis le 11 janvier à Konna, déjà,
ils ont non seulement bombardé certains, combattu certains, mais ils ont autant ouvert la brèche pour d'autres pour se retirer et pour regagner les Ifogas et où est-ce qu'ils voulaient partir. Ça, c'est très clair au vu de tous les observateurs et de tous les témoins qui étaient sur le terrain. Maintenant, depuis qu'on est passé de la force Serval à la force Barkhane, c'est vrai, on fait du pipeau, on flatte beaucoup de grandes opérations qui se font et il y a des cibles qui sont battues, qui sont juste dans les derniers retranchements et autres. Mais à côté de ça, c'est sous la barbe de Serval, de Barkhane aussi, que se nourrit, que s'entretient, que grandit aujourd'hui tous les bastions aujourd'hui du terrorisme qui frappent le Mali. Donc, moi je pense que, en plus, c'est Serval qui empêche à la MINUSMA de faire son travail. Parce que en matière de lutte antiterroriste, parce que depuis 2013, les SRJ de la MINUSMA, que ce soit M. Mungi ou M. Anadis, ils sont partis aux Nations Unies. Ils ont demandé au Conseil de sécurité de leur donner un mandat pour combattre le terrorisme. On leur a dit non. C'est Serval qui a le mandat de combattre le terrorisme. Et malheureusement, Serval ne le fait pas. Serval fait ce qu'elle fait. Et Serval entretient même le terrorisme autour. Parce que la procédure de Serval fait que le terrorisme ne peut pas être combattu au Mali aujourd'hui parce que les zones opérationnelles dans lesquelles on peut vraiment combattre le terrorisme et l'anéantir, ces zones sont exclusivement sous le mandat de Serval. Même le Mali, dont c'est l'État, dont c'est la mission régalienne, n'a pas accès à ces zones-là. Parce que Barkhane l'empêche. Et c'est Barkhane aujourd'hui qui empêche et à l'armée malienne et au casque bleu de faire cette lutte contre le terrorisme. Et ça, je le dis, je le maintiens et je le dis haut et fort et je sais bien de quoi je parle. La suite de ce débat dans un instant. Une réaction, Un avis, Un commentaire, réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. L'insécurité au nord du Mali, c'est donc le sujet du jour. Nous avons abordé plusieurs aspects de la chose. On était en train de réfléchir tout à l'heure sur une question. Alors, pourquoi la MINUSMA est autant ciblée et ce n'est pas forcément le cas pour Barkhane? M. Touré s'est prononcé là-dessus. On a entendu aussi la réaction de Cheikh Amadou Djouara. À présent, nous allons écouter Siaka Tchablé Doumbia du Centre d'analyse économique et politique. Moi, je pense que Fomba, ce qu'il convient de noter, c'est que si c'est vraiment des attaques qui ont été perpétrées par les terroristes contre le camp de la MINUSMA, c'est vrai, aujourd'hui, la MINUSMA est visée, mais si c'est vraiment les terroristes qui sont derrière ces attaques-là, à mon avis, que ce soit la MINUSMA, que ce soit les FAMA ou que ce soit Barkhane, ils sont tous dans l'agenda de ces terroristes. Ça, c'est un premier point. Le second point que je souhaiterais développer, c'est que peut-être aujourd'hui, je ne suis pas là-bas pour comprendre les dispositions des différents camps. Aujourd'hui, l'organisation de Barkhane peut faire de telle sorte qu'il soit beaucoup plus facile de s'attaquer à la MINUSMA aujourd'hui que de s'attaquer à Barkhane. Sinon, à la limite, ce n'est quasiment de ne produire aucun résultat en s'attaquant à Barkhane comme une de l'organisation qui est sur place. Alors, je dois d'ailleurs signaler qu'on va quitter le Nord. On y revient aussi rapidement que possible. Mais je dois signaler quand même qu'il y a eu aussi une attaque du côté de la frontière au Burkinabé. Alors, on ne sait pas ce qui est derrière cela. On parle de 3 policiers burkinabés qui sont morts. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce des terroristes ou des bandits? Bon, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment d'informations là-dessus. Savoir que le mode opératoire, comment c'est perpétré, c'est un peu difficile de se prononcer sur ça. Mais est-ce qu'il faut, la question à mon avis, c'est est-ce qu'il faut faire un lien avec ce que nous avons connu hier tout près? Ce n'est pas exclu parce que de même la frontière burkinabé, il y a également un autre groupe qui est actif là-bas. Et donc si on dit que ce n'est pas la première fois déjà que le Burkina soit frappé par ces gens-là, donc si on dit qu'ils sont derrière ça, à mon avis, ce n'est pas exclu, mais ça reste quand même à confirmer. Maître Touré? Bon, moi, je pense que la nature de la cible de cette attaque à la frontière burkinabé, je pense savoir que c'est la police. Pour moi, les djihadistes, les terroristes, ce n'est pas généralement leur cible, les forces de police. Ils aiment s'attaquer généralement à des endroits où il y a des étrangers, à des organisations internationales plutôt, parce que pour eux, le mal, c'est les pays occidentaux et tout ce qui s'ensuit. Dans cette configuration, le cas du Burkina peut s'expliquer soit par un acte de banditisme, soit
ce qui m'étonnerait, parce qu'attaquer une police par des bandits, je ne sais pas ce qu'ils vont y chercher. Et pour moi, l'hypothèse la plus plausible, je la ramène simplement aux groupes armés quand même qui se baladent comme des électrons libres et qui veulent frapper les symboles, les représentations de l'État, comme pour montrer qu'il y a besoin vraiment d'aller très rapidement dans la mise en œuvre de cet accord. Donc moi, je pense que cette troisième hypothèse me semble être la plus plausible, que c'est des groupes armés, et vraiment de l'ACMA principalement, que moi je peux dire je suis affirmatif, que c'est des bandits armés de l'ACMA qui se sont attaqués pratiquement à ce poste de police pour aggraver un peu toujours cette entreprise de pression pour qu'on puisse aller vite dans la mise en œuvre de cet accord. Cheikh Amadou Diouara, vous êtes du côté du Nord, vous avez sans doute appris la nouvelle de l'attaque donc de ce commissariat qui se trouve du côté de la frontière burkinabé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense la même chose. Moi je pense que tout compte fait, ce n'est pas des bandits, un acte de banditisme simplement pour des bandits qui veulent profiter. Non, ce n'est pas un poste de police qui vont s'attaquer. Ce qui est sûr, il y a un objectif politique derrière. Donc, ce qui est sûr, c'est des groupes armés bien organisés avec un objectif politique derrière. Ça, c'est clair. Alors, Monsieur Diouara, on va revenir quand même sur un point. Vous l'avez dit, il y a un moment où vous parliez d'un Français qui aurait été abattu. Alors, il y a quand même une information qui circule également sur le net, qui nous parle d'une attaque en dehors donc, du camp de l'élevage. C'est une attaque sur la résidence d'une agence sous-traitante de déminage. Mais là, on parle d'un responsable de la dite agence qui serait de nationalité américaine et d'un gardien. Alors, est-ce que vous confirmez cela? Évidemment, je confirme ça et je vous explique pourquoi la confusion, parce qu'effectivement, ce dernier, il était perçu comme un Américain par la plupart même de ses proches collaborateurs, parce qu'il y a longtemps qu'il travaille pour les Nations Unies et qu'il est aux États-Unis et qu'on ne le voit parler qu'anglais avec ses camarades américains, ses collègues américains. Mais en fait, il est français, il est même un ancien marin français, il a été de l'armée française, de la marine française. En fait, il est spécialiste de déminage et il est au Mali depuis un certain temps. Il était effectivement à la résidence de l'agence sous-traitante pour UNMAS au quartier Château, dans une maison qui appartient au maire de Gao et qui était une auberge, l'auberge Tizi-Mizi à l'époque au quartier Château. Donc il y a eu une attaque au même moment dans la ferveur de la détonation qui a lieu au camp élevage, suivie d'une coupure d'électricité qui a plongé la ville dans une grande obscurité. C'est au même moment qu'il y a eu l'attaque à ce domicile. Et il y a eu 2 gardiens, 2 vigiles qui sont morts, et plus cet expert en déminage. Alors, merci pour ces précisions. À présent, cette question, on a quand même des troupes qui sont sur place. On a, l'aménagement, on l'a dit, on a Barkhane, on a les FAMA. Alors, mais malgré tout cela, va-t-on assister impuissant un peu quand même à la dégradation de la situation? Il y a le risque un jour qu'elle soit incontrôlable, Thiablé Doumbia. Oui, en fait, Fomba, il y a beaucoup de troupes dans cette zone-là, mais il n'y a pas une coordination. Il n'y a pas de coordination, chacun opère de son côté, il n'y a pas un échange de renseignements effectif. Donc, s'il y a un échange de renseignements, on peut peut-être prévenir beaucoup de ces attaques-là. Les FAMA opèrent de leur côté, l'administration opère de son côté, et même de surcroît, on dit que le mandat actuel de l'administration ne permet pas à l'administration de s'engager dans le cadre de la lutte contre les terroristes. Donc, avec toutes ces idéologies qu'on a en tête, avec toutes ces visions qu'on a en tête, on se dit s'il n'y a pas une coordination entre les différentes forces qui sont opérationnelles sur le terrain, à mon avis, on va assister pire que ce que nous voyons aujourd'hui. Maître Touré, quand on voit le sens, la direction dans laquelle les choses vont, on a quelque part l'impression qu'on est impuissant devant la situation. Bon, moi je pense que c'est une impuissance, si elle existe, elle ne peut qu'être conjoncturelle. Doumbia l'a dit tout à l'heure, il doute de l'existence d'une coordination. Je pense qu'il y a une coordination, mais il y a un phénomène qui est propre à ce genre de situation. Lorsqu'il y a une multiplicité d'acteurs sur un même champ, la première des choses vraiment pour lesquelles il faut vraiment se battre, c'est la bonne coordination. Les mandats sont différents et s'il n'y a pas cette coordination et s'il n'y a pas beaucoup de limites entre les pouvoirs
pouvoir des uns et des autres, je pense qu'on va très facilement vers une situation où tout le monde peut se retrouver dans une situation d'impuissance. Le mandat de la MINUSMA, le 22-27 dont je viens de parler de 2015, dans son premier point, me pose beaucoup de problèmes. Et quand on dit qu'il est là pour appuyer la mise en place, pour la paix et la réconciliation, et plus particulièrement son titre 2, qui est basé sur les questions politiques et institutionnelles. Je pense que depuis là, déjà, il fallait s'interroger un peu sur le bien fondé vraiment de ce mandat-là. Et ce mandat est très, très léger et ce mandat ne nous permet pas vraiment de lutter contre tous ces phénomènes de banditisme quand même ambiants et puis également de terrorisme aussi subsidiaire qui survit. Moi, je pense qu'il faut peut-être renforcer un peu plus le mandat de la MINUSMA si tant est qu'on veut stabiliser les régions du Mali, tant est qu'on veut stabiliser l'État et le renforcer. Il faut aller au-delà de l'appui simplement du titre 2 de cet accord pour les questions politiques et institutionnelles. Moi, cela me fait peur énormément parce que lorsqu'on regarde cet accord, son déploiement dans sa mise en œuvre, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui nous mènent vers le chemin de la Somalie ou du Soudan. Et en tant qu'Africains, nous devons à un moment donné nous poser la question en tirant leçon de l'exemple de la Somalie et du Soudan. C'est des rébellions qui sont parties dans le cadre d'une autodétermination utopique et qui sont parvenues à scinder leur pays en deux et vous voyez ce que ça donne comme résultat. Et les missions des Nations Unies sont également en train de nous appuyer dans la mise en œuvre quand même d'un schéma qui nous mène directement vers le modèle somalien ou le modèle soudanais. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête et que notre diplomatie fasse montre de plus de réactivité en allant dans la déconstruction de tout ce qui est en train de se tramer contre le Mali. Et sans cela, je pense que nous courons droit vers ce que nous craignons tous pour ce pays-là. Alors, Cheikh Amadou Diouara, nous savons que vous vous intéressez de très près à tout ce qui se passe comme mouvement au nord du Mali. Dites-nous, les différentes forces présentes, alors je crois que nous avons quelques soucis avec Diouara, non? Alors, il est en ligne. Dites-nous, Cheikh Amadou Diouara, les différentes forces, voilà. Je ne me suis pas trompé, je crois qu'on a quelques soucis avec lui. Alors, nous restons donc dans ce studio pour nous tourner du côté de Chaka Cheblet Doumbia du Centre d'analyse économique et politique. Monsieur Doumbia, est-ce que les différentes forces présentes là-bas sur le terrain collaborent suffisamment? Non, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Il n'y a pas une collaboration des différentes forces qui sont sur le terrain. Sinon, s'il y avait une collaboration parfaite, qu'il y a un partage de renseignements, à mon avis, on peut prévenir beaucoup de ces attaques-là qui sont perpétrées. Lorsque le Barkhane a son agenda, lui, la MINUSMA a son agenda, lui, chacun essaie d'opérer de son côté sans un partage de renseignements, on arrive au résultat que nous avons aujourd'hui. Alors, Cheikh Amadou Diouara, je crois que la liaison est établie. Je voulais vous poser la question suivante. Les différentes forces présentes, est-ce qu'elles collaborent suffisamment là-bas sur le terrain? Bon, vous savez, par rapport à la collaboration des forces présentes sur place, le problème s'est toujours posé. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler à la MINUSMA et j'ai vu que plusieurs fois, il y avait eu des frustrations des trois côtés. Soit c'est les FAMA qui sont frustrés de ne pas être informés par telle ou telle opération de la part de Barkhane, ou c'est la MINUSMA qui se plaint du même problème de la part de Barkhane, voilà, ou c'est les deux qui se plaignent du côté de l'armée malienne. Donc il y a toujours ce problème de coordination. Mais je pense que celui qui, à l'époque, collaborait pas ou voulait pas collaborer avec les autres parce qu'il avait un mandat spécial, parce que il n'était pas assez open, c'était surtout la Serval. Mais je pense qu'avec le passage à Barkhane, les choses ont peut-être changé, mais à l'époque, je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il n'y avait vraiment pas une synergie d'action qui était là, qui pouvait rendre l'intervention de tout le monde plus efficace. Donc voilà, ça fait. Et bon, je pense aussi qu'il y avait des raisons politiques, surtout de la part de Serval, qui aurait certainement un agenda beaucoup plus confus aux yeux des FAMA, surtout, ou souvent même de la MINUSMA, qui pour la plupart du temps préférait opérer en solo. Et surtout pour ce qui concerne les régions la région de Kidal, les zones à partir d'Anefis et autres. Voilà.
Alors, il nous reste très peu de temps pour ne pas dire qu'il ne reste absolument rien comme temps. Jusqu'en 30 secondes, Siaka Tcheblé Doumbia, dites-nous, les gens préconisent face à la situation la mise en œuvre rapide de l'accord pour la paix. Cette mise en œuvre, est-ce que ces événements ne la retardent pas? Et surtout précisément, quel point de la mise en œuvre du cantonnement et du désarmement? Tant qu'il y a une mobilité avec les armes sur le terrain, on arrivera à des résultats que nous avons. Alors, donc, c'est tout pour cette émission. Je rappelle que nous avions 3 invités, à savoir Cheikh Amadou Diouara, journaliste et reporter de guerre qui était en ligne. Ici, dans ce studio, Siaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse économique et politique et Maître Abdelrahmane Touré, avocat au barreau analyste. Mise en onde de Peting Diara. Nous avons régie vidéo, côté régie vidéo Mamadou Ouattara, réalisation Ousmane Diadjetou, représentation Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. À demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.